Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette exploration de la Sibérie par cette vidéo numéro 4 où nous allons reprendre précisément sur le renne et son parent canadien, le caribou. Nous nous étions arrêtés sur cette vue-ci. Allons plus avant donc avec cette vue. Les rennes ou les caribous font partie de la vie des hommes depuis l'aube des temps. Vous voyez une belle vue avec la neige et une femme vêtue chaudement, bien sûr. En été, un renne, cet homme appuyé sur son bâton, le chien, fidèle ami de l'homme, et un petit gamin qui est déjà habitué au grand froid de ces régions, depuis tout petit. Bien plus bas, on signalera le phoque de Sibérie. C'est un phoque d'eau douce, de petite taille. Il vit dans le lac Baïkal, le fameux lac Baïkal qu'on a déjà vu plusieurs fois, soit dans le montage sur la Russie, soit dans ce montage sur la Sibérie. Il a longtemps été chassé pour la fourrure de ses petits, hélas. Oui. Il est aujourd'hui protégé. Alors, le Baïkal, c'est visité. Je suis Anna, un guide de Baïkal Nature. Le 1er avril, c'était mon premier voyage sur la glace du lac. Vers la fin du mois de mars, il y a beaucoup de bébés phoques au Baïkal. À cette période-là, si vous avez de la chance, vous pouvez voir plusieurs phoques, des bébés et leurs mères. Je rêvais de voir cette énigme du lac. Voilà. Oui. Voilà, un bébé phoque, évidemment mignon comme tout, hein, bien sûr. Si nous passons maintenant dans un autre milieu végétal, la taïga, forêt de conifères essentiellement, nous allons trouver des ours bruns ou des ours noirs. J'en profite pour vous dire que j'ai une petite chaîne historiette. J'ai toujours été spéléologue. Et donc, il y avait avant une race d'ours très particulière, l'ours des cavernes, Ursus spelaeus, qui était d'une taille impressionnante, plus de 2 mètres de haut, 2,50 m quoi. Quand il se dressait sur ses pattes, vous en avez un magnifique squelette à la mairie de Luchon. Luchon est une ville des Pyrénées, voilà. Vous trouverez facilement sur une carte. C'est impressionnant. Ursus spelaeus. Là, c'est des ours bruns ou des ours noirs. Voilà. La mère avec ses oursons. Eh ben, l'espèce demeure. La zébeline est de plusieurs genres en Russie, de plusieurs variétés. Elle a été appréciée pour sa fourrure et a été au bord de l'extinction, car ça fait 1000 ans qu'on l'exploite, et peut-être même plus. Voilà un timbre postal CCCP, URSS, donc avec la zibeline. Yenisseï est une ville au bord de l'Ienisseï. Voilà cette ville. Il n'y a pas de gratte-ciel, hein. Il n'y a que des maisons à étages. Voilà. Mais il y a du monde, hein. Il y a du monde. Elle a pour blason 2 zibelines tenant une flèche et montant un arc. Voilà. La zibeline. Et voici un édifice religieux avec son Kremlin à côté, c'est-à-dire son château fort, quoi. Un château protégé. Autre animal, l'écureuil de Sibérie, ou tamia de Sibérie.
préfère marcher à quelques centimètres au-dessus du sol. Il se lave plusieurs fois par jour. Il doit avoir peut-être des parasites. Il est forestier et préfère les mélèzes. Ça se voit d'ailleurs là. Les épines de mélèze. C'est marrant, c'est curieux. Il préfère les mélèzes qu'aux sapins, aux pins ou autres conifères. Le tamia de Sibérie. On trouvera aussi le putois des steppes. Le putois qui est carnivore, prédateur de l'écureuil, des hamsters, des marmottes, des poissons, des oiseaux, 3 points de suspension. C'est un carnivore. Ben, toutefois, il lui arrive de manger des fruits quelquefois. Voilà, là. On dirait des... C'est pas sûr, non, je préfère... Non, j'allais dire des cerises, mais c'est pas sûr. C'est un fruit particulier, ça. Voilà la répartition du putois des steppes. Notamment dans la steppe pontique qu'on a vu précédemment. Un carnivore, le putois des steppes. Il est à l'affût. On trouvera aussi la belette de Sibérie, une belette particulière, une hermine non endémique, c'est-à-dire pas particulière à la Sibérie. On retrouve des sujets en Europe de ce genre. Le lynx magnifique boréal, parfaitement adapté à la neige. Les oreilles pointues là. Le lynx, qui est présent aussi en Amérique du Nord. Le renard roux bien connu. Et une variété de lièvres particuliers, complètement blanc. Voilà. Donc il y a une grande diversité animalière. On trouvera le loup de Sibérie. Alors voilà un sujet isolé, mais sinon ils vivent en meute, hein, en groupe. Et de très nombreuses variétés d'oiseaux, parentes avec celles de France souvent. Voilà ce qui ressemble à un bouvreuil pivoine. Voilà une bécasse. Voilà. Et là, je sais pas. Voilà. Et dans le voilà le fleuve Amour. Voici la zone chinoise, Harbin. Le Japon. Dans le bassin de l'Amur vit le plus célèbre, le tigre de Sibérie. Le tigre de Sibérie. Un seigneur, un véritable seigneur. Le tigre de Sibérie est placé sous haute protection spéciale, sévèrement réprimé du côté russe. C'est le président Vladimir Poutine qui s'est instauré médiatiquement protecteur du tigre. Voilà un tigre qui a été tué par des chasseurs et devant lequel l'équipe de protection pose pour montrer qu'il y a des gens qui tuent toujours des tigres. L'espèce du côté russe, l'espèce qui est en expansion désormais à 600 exemplaires et plus. Du côté chinois ou coréen, elle est éteinte car les Chinois considèrent le tigre symboliquement en tout cas comme paré de 1000 vertus pour leur médecine, notamment les os. Il y a un commerce des os de tigre. Faute de tigres, quand ils ont tué tous les tigres chinois de leur côté, ils sont partis en Afrique pour faire la même chose au lion, actuellement, encore. Voilà la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine en direct sur RT France. Oui.
À cet endroit-là, sur l'amour pour les amateurs de cinéma, car j'en suis un, depuis le confinement de 2 mois, on doit citer le film japonais d'Akira Kurosawa, Dersu Uzala. Histoire vraie, vraie, vraie. Alors, elle a le tort de se terminer tristement, mais c'est juste dans les quelques dernières minutes, voilà, parce que c'est la vérité. Mais autrement, tout le film est magnifique. Tout le film est magnifique. Une ode à la nature, une ode à la forêt, surtout, une ode à la forêt. Le tigre apparaît un petit peu vers la fin. Kurosawa gère ses effets, mais c'est surtout l'homme, l'officier russe, la mission russe chargée de cartographier la zone dans une région immense, immense, voilà, immense, colossale. On peut marcher dans la forêt pendant des mois. Et il rencontre un homme qui vit dans la forêt, Dersu Uzala. C'est véridique. Et c'est un japonais qui a fait le film. C'est pas un russe, c'est un japonais. Célèbre, hein, Kurosawa. Interlude, magnifique. Voilà des femmes, évidemment. Magnifique robe, couleur, 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 partout. Avec leur troupeau de rennes et leur visage un peu buruné par le froid. Nous ajoutons, avant de clore cette première partie, ce montage, donc quelques curiosités. L'explosion de 1908. Voilà le site de l'explosion ici. Vanavara. Voilà Moscou qui est ici. Vladivostok qui est à l'opposé. En résumé, nous sommes le 30 juin 1908, à 7h14 du matin, c'est précis, en Sibérie centrale. Semen Semenov, un agriculteur de la région, voit brusquement le ciel se fondre en deux. Le ciel se fondre en deux, puis se couvrir de feu très haut au-dessus de la tête, au-dessus de la forêt, quoi. Ça aurait pu être la fin du monde. Une forte chaleur a soufflé sur nous. Puis le ciel s'est comme refermé et un gros bruit sourd a retenti et j'étais projeté à quelques mètres. Et bien, après cela, il y eut un bruit comme si des canons tiraient et la terre s'est mise à trembler. Eh bien, c'est vraiment l'apocalypse, c'est la fin du monde. Voilà le site ici. Donc on voit une zone complètement ravagée. Et voilà un cratère d'impact colossal. Vous trouverez ça, vous trouverez beaucoup plus de détails, donc en tapant Vanavara, je pense, 1908. L'explosion, un cratère, une comète gigantesque, un météorite gigantesque qui a fondu, qui a traversé l'atmosphère terrestre, qui a fondu le ciel et qui s'est abattu sur la Terre. Heureusement qu'il n'y avait personne dessous, sans doute. Deuxième point, récemment des trous de plusieurs dizaines de mètres de largeur, de plusieurs dizaines de mètres de largeur et de profondeur sont apparus en Sibérie. Il serait dû à la fonte des glaciers souterrains. Plusieurs dizaines de mètres, c'est gigantesque. Fonte des glaciers souterrains. D'abord ça fond en surface et puis ensuite ça fond sous terre. Des cratères aussi s'ouvrent comme ça, tout à coup, en une nuit ou un jour ou deux.
avec un cours d'eau qui se crée par ruissellement, sans doute. La forêt s'ouvre. C'est spectaculaire aussi. Point numéro 3 donc. Les cratères aussi s'ouvrent. Point numéro 4. D'année en année, dans le permafrost, on découvre des mammouths. Réchauffement climatique. Ainsi ce magnifique petit découvert par un gamin de 11 ans en 2012. Ce petit gamin chaudement vêtu. Donc, on a représenté le mammouth dressé debout et comme si le petit gamin lui tapotait la tête. Sauf que le mammouth est considérablement vieux, mais très bien conservé dans le permafrost, la congélation ou la surgélation. Et on va se quitter sur une joyeuse note de départ en train vers l'imaginaire russe. Enfin, l'imaginaire, c'est plutôt dans la littérature, dans la poésie, dans la musique, de tous ces grands noms que nous avons vus dans la première ou la deuxième vidéo. Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, etc. Trouvé sur le net, qu'est-ce que j'ai trouvé là? C'est à l'Est que pointe l'inspiration de nombreux auteurs français. Vous voyez, il n'y a pas que les Français, les Allemands aussi. Une quinzaine de romans ou de récits publiés ces derniers mois témoignent de leur rencontre avec la Russie, pays des âmes tourmentées et des espaces. Les âmes tourmentées, dans la littérature, bien sûr. Quel écrivain n'est pas un peu tourmenté? Quel poète n'est pas tourmenté? Les poètes maudits, par exemple, Baudelaire, par exemple. Et des espaces sans limite, ça c'est profondément vrai. On l'a vu avec les espaces de la taïga, la toundra, tout ça, c'est les steppes immenses. Ouais, il y a de quoi rêver sur des horizons perdus. Sans compter les tulipes magnifiques qu'on a vues aussi, le cyclamen aussi. Ouais. Donc on va se quitter sur cette joyeuse note de départ d'un train pittoresque aussi. De toutes les couleurs, le train aussi, on l'a peint. Voilà. Le goût des couleurs. Ils ont raison. Et nous vous donnons rendez-vous un autre jour pour la suite de ce montage. Conquête du territoire sibérien, préhistoire et histoire. Et si vous voulez vous souvenir des informations de ce montage, vous pouvez acquérir sur le site culturesociétale.com le livret qui suit et qui vous permettra d'en reparler autour de vous, car c'est un fait, pour mémoriser, il faut souvent réviser. Car il n'y a rien de mieux pour la mémoire que de réviser. Ben voilà. Comme un étudiant, l'homme doit être un éternel étudiant parce qu'il faut apprendre, et je maintiens que c'est une forme de médecine extrêmement positive que d'apprendre tous les jours pour maintenir la santé, le positivisme. La vie est à monter, elle n'est pas à descendre. Le présent montage détaille et nécessite la lecture d'un livre, c'est vrai, de 650 pages. Bon, je ne m'en souviens plus maintenant quel livre j'avais précisément lu, mais je l'ai lu, je l'ai résumé, j'ai recopié. C'est un travail gigantesque. L'élaboration du présent montage est un autre grand travail. Sans compter une visite en Sibérie, oui, c'est vrai, du moins de l'Aube, à Barnaoul notamment. Voilà. J'ai vu l'Aube à Barnaoul, voilà, au pied de l'Altaï. Je ne suis pas allé voir l'homme de Denisova qui était plus loin. Et voici la fin, dans une steppe
Non, pardon, excusez-moi. Euh, une toundra, avec quelques arbrisseaux là, quand même, voilà. Et l'eau glacée, et c'est pas l'hiver, hein. Et nous concluons sur la vue habituelle du site de culturesociétale.com, qui est une vue galactique avec la nébuleuse du cheval qui est là, sur fond de galaxies lointaines, car tous les points c'est des petites galaxies sur lesquelles il y a des gens, il y a des êtres, disons, qui peuvent nous regarder des fois, on ne sait-on jamais. En tout cas, ils ont des civilisations plus avancées que la nôtre, puisqu'ils sont à des distances de temps, espace-temps, à des distances de temps immenses. Et on postule que plus on vit longtemps, plus une civilisation vit longtemps, plus elle innove. Voilà. Bon, nous avons légèrement dépassé les 20 minutes, donc voilà, ça reste correct. Et nous reprendrons sur la vidéo numéro 5 pour la découverte pour continuer à découvrir la Sibérie. Voilà. Je vous dis au revoir et bonne continuation dans vos activités, y compris sur les chemins de la Sibérie. Au revoir à tous et à toutes.